Et salut à tous, mercredi 8 novembre 2023, comme tous les jours de la semaine, on se retrouve à 17h pour parler MMA. Au programme aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'UFC New York, notamment de Pavlovich, d'Aspinal, mais aussi de Benoît Saint-Denis et Frévola. On aura aussi un petit point sur Dustin Poirier, on parlera aussi jeux vidéo et réalité virtuelle. C'est parti. Et on commence avec le discret Sergei Pavlovich, j'ai envie de dire, on n'a pas l'habitude de l'entendre s'exprimer dans les médias, mais là c'était très intéressant, une interview pour TNT Sport. Alors forcément, on est dans la Fight Week de l'UFC New York, évidemment il est un peu plus sollicité que d'habitude, et là il est notamment revenu sur son premier combat à l'UFC, cette défaite contre Overeem. Alors il dit voilà, aucune excuse, mais j'ai beaucoup appris de ce combat. Avant j'étais pas professionnel dans tous les aspects de ma vie pour ce qui concernait le MMA, je m'entraînais à fond à la salle, mais ce qu'il y avait autour je le négligeais un peu, et cette fois-ci je suis arrivé seulement 4 jours avant en Chine, le combat avait eu lieu en Chine, je suis arrivé 4 jours avant, jusqu'au 3e jour je me sentais bien, mais le jour du combat j'ai senti un contre-coup, j'ai senti une fatigue et je l'ai payé cash. Depuis j'ai changé beaucoup de choses, je suis toujours aussi concentré à la salle, toujours aussi sérieux, mais autour, tout ce qu'il y a autour, mon training camp, mon sommeil, etc., je prends tout ça en compte. Et là par exemple pour le combat de ce week-end, j'ai fait tout mon training camp en Floride, je l'avais déjà fait la fois d'avant pour mon combat contre Blades, je trouve un endroit, je m'y installe, je travaille ici, je veux pas me faire surprendre comme je me suis fait surprendre contre Overeem. Il a aussi parlé de son enfance, il a dit que l'UFC c'était un rêve depuis tout jeune, il est tombé sur les premiers tournois de l'UFC, il a toujours dit à ses amis un jour je combattrai à l'UFC, quand il était à l'armée il disait à ses camarades un jour je serai à l'UFC, et aujourd'hui il est très fier de ça. Il a aussi parlé de sa puissance de frappe, il dit ouais je m'en suis rendu compte très jeune, moi je viens d'un petit village en Russie, entre enfants on se battait beaucoup et très vite je me suis rendu compte que je frappais très fort, mais je travaille aussi sur tous les aspects du MMA, je veux pas être seulement un mec qui frappe fort, je veux aussi avoir beaucoup de technique pour avoir plus de menaces sur mes adversaires. Et il a aussi expliqué que le KO, il cherche pas à mettre les adversaires KO, il dit le KO ça vient tout seul, je fais ce que j'ai à faire et à un moment si ça doit venir il y a un KO. Alors j'ai beaucoup aimé ça parce que dans certaines salles de boxe, moi personnellement c'est ce que j'ai entendu quand j'ai commencé, ne cherche pas le KO il viendra s'il doit venir, fais ce que tu dois faire, suis le plan et s'il doit y avoir un KO il viendra. Alors je sais qu'il y a différentes écoles, hein. T'as des mecs qui vont chercher le KO qui disent ouais moi je suis là pour mettre KO, je cherche toujours à mettre KO, mais t'as aussi ce côté là de te dire fais ce que t'as à faire et tu verras si le KO doit venir, si le plan est bon le KO viendra. Donc c'est rare d'entendre les combattants parler de cette façon-là, surtout Pavlovich qui met tout le monde KO. Tu te dis le mec quand on va lui poser la question il va te dire bah non moi je viens pour détruire tout le monde. Et bah non pas forcément, il a ce côté assez réfléchi j'ai envie de dire. Il a aussi dit qu'il était pas très réseaux sociaux, il a dit moi je pense qu'en tant qu'homme on doit parler moins et agir plus. Donc écoutez, un peu à la manière d'un Jiri Prochaska, hein, j'en parlais dans l'émission d'hier, des mecs qui parlent pas beaucoup, qui sont concentrés sur leur carrière et qui font passer vraiment le côté sportif avant tout ce qui est autour, même si je pense qu'il en faut, hein, de l'entertainment comme on dit, il faut amener de l'engouement, mais voilà, certaines personnes sont pas faits pour ça et ils se forcent pas, ils préfèrent laisser parler son expérience et ce qu'il laisse dans la cage pour lui. On lui a aussi dit ouais est-ce que tu as l'impression de faire un cadeau à Tom Aspinall en acceptant de l'affronter, parce que pour l'instant entre vous deux celui qui a affronté les plus gros noms, celui qui a battu les plus gros noms c'est toi, c'est quand même bien d'accepter d'affronter Aspinall. Il dit oh non moi je suis pas du tout là-dedans, s'il est là c'est qu'il le mérite, on va se combattre et c'est très bien comme ça. On lui dit ouais parce que toi t'étais prévu quand même de combattre soit Miocic soit Jones, t'étais le 3e homme de la soirée, t'es pas un peu déçu de pas avoir le combat contre Miocic? Il dit non, c'est vrai que ça aurait été cool d'affronter Miocic ou Jones, mais maintenant voilà, ça s'est pas fait. Moi mon objectif c'est la ceinture. Là on m'a dit que si je battais Aspinall, j'avais la ceinture intérim, donc c'est très bien. Moi c'est ce que je voulais. On est aussi revenu sur le fait qu'il soit assez populaire. On lui dit ouais, t'as quand même une grosse fanbase, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui te connaissent, et tu le dois aussi au fait que toi t'es un mec qui met les gens KO, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir de la notoriété. Un gars qui est un grappleur, même un grappleur d'exception, ça parle pas trop au grand public. Tu montres un mec qui met des guillotines à tout le monde, bon monsieur, madame, tout le monde va te dire ouais ok c'est bien, mais toi tu mets des KO, un KO ça parle à tout le monde, tes combats sont ultra courts, tu frappes très fort, donc ça t'aide à avoir beaucoup de fans qui te suivent. Il a dit qu'il était assez d'accord avec ça. Et pour en finir avec Pavlovich, je voudrais un petit chiffre rapidement. Pavlovich il est sur 6 victoires de suite par KO, le record c'était Chuck Liddell avec 7. Pavlovich il a égalité avec Don Fry 6, donc il peut venir égaliser Liddell là s'il fait un KO samedi soir. Et derrière lui, avec 5 KO, on a notamment McGregor, Ngannou et Tuivasa. Donc voilà, 6 KO de suite à l'UFC, il s'approche du record. Écoutez,
la réponse samedi soir, parce que face à lui, il n'y aura pas n'importe qui, il y aura Aspinall qui lui aussi forcément s'est beaucoup exprimé cette semaine. Il est revenu notamment sur le fait d'avoir pris ce combat en short notice, donc j'en avais déjà parlé, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, le coup de fil en pleine nuit par quelqu'un de très haut placé à l'UFC qui ne t'appelle jamais, etc., etc. Mais il a dit autre chose intéressant, il dit ouais, tu vois, ça aurait été il y a quelques années, j'aurais pas accepté ce combat. Parce qu'il y a quelques années, je m'entraînais pas avec des poids lourds, je m'entraînais avec peu de poids lourds, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de poids lourds dans ma salle, et comme je m'entraîne souvent avec eux, je sais où j'en suis, je sais ce que je donne contre des poids lourds. Il dit par exemple, là j'étais en train de m'entraîner avec des gars, je faisais un peu de sparring, il dit normalement je fais pas trop de sparring quand je suis pas en camp, mais là voilà, je faisais du sparring avec eux parce qu'ils ont des combats qui arrivent, donc je voulais les aider à se préparer. Donc quand on m'a appelé, je savais que je pouvais tenir du sparring avec des poids lourds. Forcément j'étais pas en vrai training camp, mais tu vois, je revenais d'un séjour aux Pays-Bas avec Rico Verhoeven, je m'entraînais avec des gars de ma salle, donc forcément ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Il a aussi expliqué que Michael Bisping lui a donné de précieux conseils, hein. Les deux sont anglais, les deux s'apprécient. Bisping était devenu champion sur un short notice, je le rappelle, et ils disent que Bisping m'a dit, ça m'a beaucoup fait résonner, il m'a dit c'est pas une question de 2 semaines de short notice, 3 semaines de short notice, training camp de 10 semaines ou quoi, c'est question que ça fait 20 ans que tu t'entraînes, ça fait 20 ans que tu es prêt pour ce moment, donc quand la chance se présente, il faut la saisir. Et il a aussi dit que dernièrement, il avait changé beaucoup de choses, à la fois dans sa manière de s'entraîner, mais dans tout ce qu'il y a autour, hein, un peu comme Pavlovich. Il dit voilà, avant, je m'entraînais à fond à la salle, mais je faisais pas trop attention à ce que je mangeais, je faisais pas trop attention à mon sommeil. Il dit, puis j'avais l'impression que je me gardais ça comme une excuse. Comme si je perdais, c'était une excuse, ouais, je perds, mais bon, tu vois, je fais pas tout à 100%. Il dit là, ça a beaucoup changé, maintenant je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon sommeil, je m'étire, je fais de la préparation physique beaucoup plus. Il dit ouais, même dans mon camp d'entraînement, je savais qu'il y avait des choses qui allaient pas, mais comme je gagnais, je remettais pas ça en question. Mais là maintenant j'ai remis ça en question. Quand je vais prendre ma retraite dans quelques années, je vais avoir 0 regret. Peu importe ce que j'ai accompli, je veux savoir que j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc franchement, les deux là, ils font monter la sauce. J'ai vraiment hâte de voir le combat maintenant. Surtout que voilà, on sait que Tom Aspinall, c'est le recordman du moins de temps passé dans la cage. J'ai donné le chiffre hier, je l'ai plus en tête, mais vous pouvez aller voir l'épisode d'hier si vous voulez. Et Pavlovich, c'est le deuxième. Donc on lui dit ouais, samedi soir, ça va jamais aller à la décision. Il a dit non, samedi, je peux vous garantir que ça va pas aller à la décision. Il y en a un de nous deux qui va tomber. Et il dit je pense que moi, mon avantage, c'est mon fight IQ, donc c'est mon intelligence dans la cage. Je pense que c'est ça qui va me faire gagner. Bah écoutez, il a dit on est des poids lourds dans la catégorie, tout le monde frappe fort, tout le monde peut mettre KO sur un coup, mais moi j'ai ce petit truc là en plus. C'est vrai qu'Aspinall il combat de manière plutôt intelligente, mais Pavlovich on l'a tellement pas vu tester, à part dans son premier combat contre Varim, qu'on sait pas, il y a beaucoup d'inconnus chez Pavlovich et c'est ça qui va être intéressant dans ce combat. Et enfin, pour terminer avec Aspinall, on lui a dit ouais, tu vas combattre au Madison Square Garden, qu'est-ce que t'en penses? Il dit écoute, c'est énorme, surtout pour un poids lourd, on sait tous les combats qu'il y a eu là-bas, ça me parle beaucoup. Pendant le Covid, j'ai beaucoup combattu devant une salle vide, et là d'être au Madison Square Garden avec l'ambiance, ça me fait énormément plaisir. Donc écoutez, sur ce combat, on a dit pas mal de choses, je pense qu'on va en reparler, on est en plein cœur de la Fight Week, il y a des interviews à fond, il se passe plein de choses, mais j'ai pas envie d'en arrêter tout de suite avec l'UFC 295, je vais vous parler de Matt Frevola qui lui aussi a donné une interview à RMC Sport cette fois-ci, donc il est revenu sur le fait de combattre au Madison Square Garden, lui aussi il est de New York, il est né là-bas, il s'entraîne là-bas, il vit là-bas, il a dit ça fait 3 fois que j'y combats, j'étais prêt à combattre n'importe qui, je voulais juste être sur cette carte. Je vais défendre le territoire. Donc là c'est vrai que pour Benoît Saint-Denis il a combattu 2 fois à Paris, là c'est lui qui va défier Frevola chez lui, ça va être intéressant, je pense que l'ambiance va être là, les gens vont pousser derrière Frevola, mais comme il n'y a pas d'anémosité entre Frevola et Benoît, je pense pas non plus que Benoît va se faire huer, peut-être un petit peu, mais bon ce serait de bonne guerre j'ai envie de dire. Et il a expliqué que ce combat n'irait pas à la décision, mais qu'il était prêt pour 3 rounds, s'il devait y avoir 3 rounds, il dit moi au 3e round je peux vous garantir qu'on sera l'un en face de l'autre en train d'y aller, on fera pas semblant. Alors moi je me demande, est-ce que c'est pas un piège? Parce que Frevola, je vous rappelle, ses premiers combats, c'était un bagarreur, mais ça fait 3 combats où il est plutôt intelligent, plutôt réfléchi, et où il gagne par KO sur des contres. Alors attention, j'espère qu'il laisse pas courir à la rumeur, ouais, moi je vais aller à la guerre, on va se sauter dessus, et puis au final, malin comme il est, il va tendre un piège à Benoît. Bon, je pense que Benoît est pas idiot, il sait que ça peut venir, Daniel Ouara en a parlé, je leur fais confiance de ce côté-là. Il a dit que lui et Benoît Saint-Denis avaient un profil plutôt similaire, on veut tous les deux des combats durs, on est tous les deux bons debout, on est tous les deux bons au sol aussi, et il dit moi ça fait longtemps que j'ai pas été testé au sol, ça je vous en avais parlé hier. Il a dit moi je pense que je peux le toucher, je peux même aller au sol avec lui, ça fait longtemps qu'on m'a pas emmené au sol dans un combat, mais moi à la base je viens de la lutte, donc pourquoi pas. Il a aussi parlé du fait de combattre le 11 novembre, genre de commémoration, qu'il allait combattre un ancien vétéran de l'armée, tout comme lui. Et vous savez, cette histoire de short dont j'avais parlé, il avait proposé à l'UFC d'avoir des shorts spéciaux militaires, avec lui le drapeau des États-Unis et Benoît Saint-Denis le drapeau de la France. Il dit ouais, je sais pas si ça va se faire. Si ça se fait, ce sera un peu de folklore en plus, mais ça enlèvera rien au fait que dans la cage, on va donner un super combat. Il a aussi dit qu'il était en constante progression, donc ça c'est vrai, hein, quand on voit ses 3 derniers combats, honnêtement, il y a vraiment eu une étape de franchie, un peu comme Benoît Saint-Denis, j'ai envie de dire, qui continue de progresser.
Il est revenu un peu sur son background de combattant. Il dit ouais, j'ai fait du taekwondo quand j'étais jeune. Au lycée, j'ai commencé la lutte, je vous en parlais tout à l'heure. Il a aussi fait du foot américain et du baseball. Il a toujours été très sportif, mais ce qu'il aimait vraiment, c'était le combat. Il s'est mis au MMA à 19 ans. Il est dans une grosse team, j'en avais parlé dans l'épisode spécial. Il dit ouais, de voir qu'il y a des mecs qui viennent de la même salle que moi, du même état, qui ont grandi dans les mêmes lieux que moi, qui sont devenus champions, forcément ça me donne des envies. Et on lui a aussi demandé si son KO Power c'était quelque chose d'inné ou quelque chose qui travaillait. Il dit non, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes coachs. Je pense pas que ce soit un don, mais j'y travaille à fond. Donc écoutez, c'est pas mal pour Matt Frevola, il est plutôt discret, c'est pas le gars le plus connu, faut être honnête. Nous en France, là on le découvre un peu avec l'arrivée de Benoît Saint-Denis, enfin son combat contre Benoît Saint-Denis. Forcément, si vous suivez l'UFC depuis longtemps, son nom ne vous est pas inconnu, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais voilà, j'aime en découvrir un peu plus sur lui. Et Benoît Saint-Denis, lui aussi, qui a donné son interview à TNT Sport, il a expliqué qu'il avait commencé les MMA en 2019. Il s'était donné 2 ans pour arriver à l'UFC parce que niveau financier, forcément, il quittait l'armée. Il avait de l'argent, mais il savait que passer 2 ans, ce serait compliqué de vivre du MMA s'il n'était pas à l'UFC. Il dit la première année, le Brave FC, c'est là où il combattait avant, ils m'ont fait combattre 5 fois, il a même combattu 6 fois en moins d'1 an. Mais je crois qu'il a commencé en février 2019 et son 6e combat était en janvier 2020, donc on va dire 5 fois la première année. Ensuite ils l'ont fait combattre 2 fois par an, et puis il dit voilà, après l'UFC est arrivé 2 ans après, c'était parfait. Aujourd'hui grâce à l'UFC je peux en vivre, je peux faire vivre ma famille, c'est un vrai business familial, c'est sa femme qui gère sa communication. Il a parlé de ses entraînements, il dit ouais c'est important à l'entraînement de pas toujours être dans des entraînements durs. Quand il y a un camp d'entraînement qui arrive, un combat qui arrive, là on va s'entraîner dur. Wara en a parlé hier, j'en ai parlé dans l'émission. Mais par contre quand il n'y a pas d'entraînement prévu, on va être sur des choses un peu plus light, il faut se préserver le menton, il faut se préserver le corps. Il y a trop de combattants UFC qui se crament et moi j'ai pas envie d'en faire partie. Il a aussi parlé de sa team, un peu à l'opposé de Frevola, j'en avais parlé dans l'épisode spécial. Frevola, c'est une grosse team avec beaucoup de champions, etc. Frevola, une team plus petite, mais dis-moi, ma team, elle est solide. Ils sont proches de moi, je me sens vraiment soutenu par eux, je me sens soutenu par ma famille. Je suis vraiment heureux de ce que je fais en ce moment. Il a aussi parlé du fait de ne pas combattre à Paris devant sa foule. Il dit c'est pas grave, le MMA c'est pas légal depuis longtemps. Moi quand j'ai commencé à combattre, je combattais à l'étranger. Souvent je combattais contre des locaux, mais c'est pas la même atmosphère. Mais moi je me nourris quand même de la chaleur de la foule. Et puis bien sûr il a garanti un fight of the night. Il a dit lui contre moi, forcément ça ne peut que finir avec un fight of the night. Donc écoutez, on a bien parlé de l'UFC 295. Je vous propose une petite respiration avec la Minute Box. Minute box très rapide aujourd'hui puisqu'on a une seule information, elle concerne Andy Ruiz qui est revenu sur son 2e combat contre Joshua. Voilà, il a dit qu'il était complètement à côté de ses pompes, il a dit j'étais en surpoids, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas fait ce que je devais faire. Aujourd'hui j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis talentueux, que je suis capable de battre Anthony Joshua une nouvelle fois et j'aimerais aller l'affronter en Angleterre. Donc écoutez, pourquoi pas, c'est un combat qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où Ruiz bat Joshua. Joshua était au top, il avait les gros sponsors, il avait la notoriété, il avait tout ça. Alors les observateurs de la boxe disaient qu'il y avait des failles chez lui, mais il ne le voyait pas forcément perdre contre Ruiz. Il avait gagné le rematch, écoutez, un 3e combat, pourquoi pas. Je pense que ce serait assez vendeur, je suis pas un expert en boxe anglaise, mais bon, vu qu'il y a un passif entre les deux, ce serait la belle. Est-ce que Joshua pourrait de nouveau le battre? Est-ce que ce serait le comeback de Ruiz? Je sais pas, mais en tout cas ça peut être un beau combat. Écoutez, on retourne tout de suite au MMA avec une interview de Dustin Poirier qui est revenu sur ces derniers mois suite à sa défaite contre Justin Gaethje. Il a expliqué qu'il était toujours dans le top 5, top 10 parce qu'on lui dit ouais t'as vu il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, Tsarukyan, Gamrot, qu'est-ce que t'en penses? Il dit ouais c'est vrai il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, ils sont forts mais moi je suis toujours là où je dois être, là où je suis depuis des années dans le top 5, dans le top 10, je suis toujours là. Faut pas m'oublier, il a dit qu'il était prêt à combattre sous 8 semaines. Il dit là, si on me donne un combat dans 8 semaines, je peux être prêt, mais j'avouerai que moi, je préférerais attendre l'UFC 300. Je suis à l'UFC depuis l'UFC 125, j'ai loupé l'UFC 200. Pour l'UFC 400, vous vous doutez bien que je serai plus là, je serai à la retraite. Alors si je peux combattre à l'UFC 300, ce serait une belle surprise, un beau cadeau plutôt. Et le journaliste lui dit ouais, là on est en novembre 2023, si on refait la même interview en novembre 2024, tu penses que t'en seras où dans ta carrière? Il dit dans 1 an, j'espère être un exemple de longévité. C'est vrai que Dustin Poirier, ça fait un moment qu'il est là, qu'il est au top. S'il est encore là dans 1 an, toujours haut dans le classement, ce serait beau. Et il dit, puis je veux continuer à gagner, j'aimerais bien avoir 2 victoires d'ici novembre prochain et prouver à tout le monde que je suis toujours là. Écoutez, moi Dustin Poirier, j'aime beaucoup. C'est vrai que là, il est quand même plutôt sur la fin de sa carrière. Il a pris un méchant KO contre Gaethje, mais c'est toujours un combattant fun à voir. À l'UFC 300, pourquoi pas, sur la carte principale, bien sûr, ce serait un super ajout pour cette carte. Ensuite, on a Henry Cerudo, encore lui, qui s'est exprimé sur le combat à venir entre O'Malley
et Chito Vera. Et il a expliqué voilà, que O'Malley n'a pas encore testé, qu'il n'a pas encore été dans des combats très durs. Alors il dit ouais, il y a eu le combat contre Petroyan qui a été très serré. Moi je trouve que le combat contre Petroyan, ça a été un beau baptême du feu pour O'Malley. Il en a appris beaucoup sur lui, nous aussi on en a appris beaucoup sur lui. Après on peut dire que le combat était perdu. Bon écoutez, il y aura toujours débat. Moi je voyais pas O'Malley gagnant à la fin. Maintenant il a été gagnant, depuis il est devenu champion. Mais voilà, excusez-moi, Cerudo, lui, dit que selon lui, si Chito Vera arrive avec un bon game plan, s'il fait la même chose que la première fois, qu'il est agressif, qu'il envoie les low kicks, une nouvelle fois, il va gagner. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est vrai, ça serait intéressant que Vera arrive avec exactement le même game plan et de voir est-ce que O'Malley, c'est vraiment le game plan qui l'a tué, ou est-ce que c'était le coup de pas de chance, est-ce qu'il avait une faiblesse, est-ce que c'était pas son jour, est-ce qu'il s'était fait surprendre. C'est vrai que ce serait très intéressant, mais le combat entre les deux va être assez violent. J'ai assez hâte de voir ça. Ensuite, Tony Ferguson, j'en parle pas beaucoup récemment, il vient d'entamer une semaine d'entraînement avec David Goggins. Alors pour ceux qui connaissent pas, David Goggins, c'est un mec ultra hardcore, j'ai envie de dire. Il fait des sports d'endurance, il fait des ultra trails. C'est un gars qui se met en difficulté tout le temps, ancien militaire, il a sorti des livres, c'est un peu un coach en développement personnel. Mais c'est vraiment un mec sérieux, c'est un mec très respectable. Et là, c'est David Goggins qui poste une vidéo, il est avec Tony Ferguson, et il dit c'est le premier jour de la semaine de l'enfer avec Ferguson. Tous les jours, on va faire plus de 3 heures de cardio à haute intensité, on va faire plus de 600 pompes, beaucoup d'exercices pour les pecs, on va monter des escaliers, on va faire de l'assaut de bike, on va faire du rowing, on va faire du vélo électrique, etc., etc. Tony, il est en train de donner tout ce qu'il a et il est officiellement de retour dans le lab. Donc écoutez, je suis pas en train de vous vendre le truc en mode Ferguson s'entraîne avec David Goggins, il va forcément gagner son prochain combat. C'est pas ça, mais c'est pour vous montrer que Ferguson, il en veut encore, honnêtement, il en veut Ferguson. Je pense que les arts martiaux, il a ça dans le sang. Alors on pourra me dire, il sait peut-être pas faire autre chose. C'est pas faux, je sais pas ce que ça va donner la retraite pour lui, mais je suis pas forcément très confiant. Maintenant voilà, il poste des vidéos quasiment tous les jours Ferguson où il s'entraîne, il a l'air d'être à fond dedans, je suis d'accord, il est bien sur le déclin. Je suis aussi d'accord avec tous les analystes et les anciens combattants qui disent qu'il continue à frapper fort, attention à son retour contre Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, il revient de blessure, on sait pas trop où il en est. Ferguson, on sait qu'il est dans le creux de la vague, mais s'il se donne les moyens, il peut peut-être créer la surprise contre Pimblett. Donc vous voyez ce combat à la base qui me semblait un peu loufoque. Plus on s'en approche, c'est pareil, plus j'ai envie de le voir. Alors c'est peut-être mon côté un peu passionné qui me fait mentir, mais ça peut donner quelque chose de très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite pour Tony Ferguson. Ensuite, une dernière info sur l'UFC 295, on a Alex Pereira qui pourrait devenir le combattant avec le moins de combats à l'UFC à être double champion. Ce sera son 7e combat samedi soir. Il a déjà été champion middleweight, là il peut devenir champion des lourds légers. Non, excusez, oui c'est ça, des lourds légers, excusez-moi. Randy Couture, lui, il l'avait fait en 9 combats, McGregor en 10 combats, Amanda Nunes en 11 combats. Donc lui, 7 combats, il mettrait 2 combats dans la vue au recordman Randy Couture. Écoutez, pourquoi pas, il y a aussi cette petite vidéo qui tourne lors des interviews où t'as Alex Pereira qui met un calf kick à Daniel Cormier. On n'a vraiment pas l'impression qu'il frappe fort et Daniel Cormier qui a l'air d'avoir super mal. Alors après le problème c'est que Daniel Cormier c'est un bon américain, c'est un bon acteur et il aime nous faire les choses. Je sais pas s'il en rajoute parce que là on n'a vraiment pas l'impression que Alex Pereira il frappe. Et quand t'as le son, il lui dit ouais, dis-lui de frapper seulement à 20% ou 25%, et t'as Daniel Cormier qui se tord de douleur. Écoutez, je sais pas s'il en rajoute, mais ça m'a fait sourire de voir ça, donc je vous partage. Un petit mot de John Kavanagh, entraîneur de Conor McGregor, qui a rendu un hommage à Frankie McConville, qui est une icône de la boxe thaï en Irlande. Et voilà, apparemment, il est décédé il y a quelques jours. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que Kavanagh explique qu'il a appris beaucoup de ce gars-là, surtout dans la façon de s'entraîner. Et moi, j'aime beaucoup savoir comment s'entraînent les gens. Parce qu'il y a tellement de méthodes d'entraînement différentes, et tu vas d'une salle à une autre, d'un pays à un autre, t'entends des choses différentes. Et dis-moi, ce que j'ai surtout retenu de ce gars-là, c'est de ne jamais faire de sparring après avoir fait du travail au PAO. Il dit parce que quand tu viens de travailler au PAO, t'es super excité, t'as frappé comme une brute, et aller faire du sparring après en te demandant d'être raisonné, de pas frapper trop fort, ça marche pas. Alors écoutez, je sais pas si c'est la vérité absolue, il y a autant de méthodes d'entraînement que de salles qui existent, mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir un peu comment les gars, est-ce qu'ils font du sparring dur, est-ce qu'ils font du sparring light. On sait que John Kavanagh, il est plutôt partisan du sparring très light, avec beaucoup de touches, beaucoup d'intensité, mais pas de puissance. À l'American Kickboxing Academy, on sait que c'était un peu le contraire pendant un moment, les mecs se mettaient sévères sur la tronche, mais c'est intéressant, c'est vrai que quand tu pratiques, quand tu viens de faire une série au PAO, ou plusieurs séries à la patte d'ours, que tout le monde frappe, que tu entends le bruit des frappes qui résonnent, tout le monde qui souffle, qui crie un peu fort, et qu'après on dit bon allez, sparring, faut y aller light, tu sais que forcément ça va être compliqué, qu'il y a des mecs qui vont pas réussir à se contrôler, qui vont frapper fort, sur des mecs qui étaient partis dans l'idée de faire un sparring light. C'est vrai que c'est toujours assez compliqué, mais moi j'adore connaître comment s'entraînent les gars et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vous le partage. Et hier, je veux parler de Taylor Lapillus qui aurait pu affronter Song Yadong pour le main event de l'UFC à Shanghai. Bah écoutez,
On savait que Song Yadong avait refusé, c'est Chris Gutierrez qui prend le fight. Ça va être un très très beau combat. Chris Gutierrez, il est classé 11, donc il y a un peu plus de logique pour Song Yadong. Ça va être un très beau combat. Gutierrez, il est surtout connu pour le magnifique KO qu'il avait mis malheureusement à Frankie Edgar. Quand on aime Frankie Edgar, ça nous avait fait mal au cœur. Mais là, il est sur un back-to-back, comme on dit, une défaite, une victoire. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Song Yadong, il est encore dans la conversation pour être un jour peut-être champion des bantamweight. Bon, il y a du monde là-haut, mais pourquoi pas. Donc écoutez, affaire à suivre. Maintenant, un petit mot jeux vidéo. La semaine dernière, je vous parlais du One FC qui développait beaucoup cette partie jeux vidéo mobile. Je crois qu'il y a 15 jours, je vous avais dit qu'ils planifiaient une nouvelle sortie pour le mois de janvier. Du coup, j'ai été sur leur site, il y a plusieurs jeux, il y a peut-être 5-6 jeux mobiles. T'as pas tous besoin de les télécharger pour jouer. Et honnêtement, bon, c'est des petits jeux mobiles, hein, c'est des jeux que tu joues dans le bus ou aux toilettes ou quand t'as 10 minutes à tuer. Mais c'est assez addictif, t'as un jeu avec Demetrius Johnson. En fait, t'es au milieu de l'écran, il y a les adversaires qui arrivent de la droite et de la gauche, et il faut appuyer au bon moment à gauche ou à droite pour les battre. Plutôt bien, t'en as un autre avec Brandon The Truth Vieira, où là c'est différent, tu cours dans la rue, t'as des obstacles, il faut appuyer au bon moment sur l'écran pour casser les obstacles. Honnêtement, voilà, tout ça pour vous dire que le One FC développe vraiment ce côté jeu vidéo assez addictif, c'est plutôt bien fait. Moi qui aime bien les jeux vidéo, je me dis, est-ce qu'un jour le One pourrait nous sortir un fameux beat'em all comme on n'en fait plus beaucoup maintenant, où t'es dans un vrai jeu de baston dans les rues, etc. Pourquoi pas? Et puis bon, quand t'es fan de sport de combat, c'est cool de jouer avec Demetrius Johnson, avec Brandon Vera, t'en as d'autres avec Road Tank, etc. Donc voilà, je voulais juste vous souligner ça. Et puis surtout, comme je parle de jeux vidéo, je voulais vous amener à la réalité virtuelle, parce qu'hier, je vous parlais de Mark Zuckerberg qui était blessé, et d'un combat en MMA qui pourrait venir. Donc bien sûr, je sais que Zuckerberg va pas aller combattre à l'UFC, va pas être champion du monde, mais vous savez, lui, il a le groupe Meta, il a le groupe Facebook, ils sont très barrés réalité virtuelle, métaverse. Alors je sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse un peu le Web 3, le métaverse, la réalité virtuelle, mais il y a quelques années, je crois il y a 1 an et demi, il y a eu un combat au LFA que vous pouviez suivre en réalité virtuelle. Là je vous passe les images, et en fait c'est comme si vous étiez au bord de la cage, un des coachs en train de voir le combat, mais vous êtes à 30 cm de l'action, et je me dis, Mark Zuckerberg, s'il faisait un combat, est-ce que ce serait pas un truc énorme, promotionnel, un combat, je ne sais pas quoi, réalité virtuelle, métaverse, mais qui amènerait vraiment quelque chose au sport? Parce que lui, il y a un business derrière, il y a le business Meta, il y a le business Facebook. Imaginez s'il développe quelque chose d'inouï, je ne sais pas quoi, et que plus tard, ça vient dans le MMA, peut-être qu'on pourra suivre des événements de l'UFC avec un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, ça nous semble un peu loufoque parce qu'on n'est pas équipé, ça coûte cher, mais peut-être que dans 10 ans, ça se sera démocratisé. Donc vous voyez, de cette petite info de combat MMA de Mark Zuckerberg, et bah peut-être qu'on pourrait avoir un développer quelque chose dans les MMA en général. Écoutez, ça va être le moment de la minute auditeur. Et on commence avec Oumar Franchin qui me dit pourquoi pas un combat O'Malley contre Oumar Nurmagomedov. Il me dit ça avec un smiley qui rigole. Parce qu'hier je disais que Chito Vera, ok, il a eu son combat, mais il est assez loin dans les rankings. Bon bah Oumar il est encore plus loin. Alors en soi c'était un peu une blague pour me dire ouais, on peut aller chercher les mecs de plus en plus loin. Mais c'est vrai que Oumar, s'il continue à gagner, je pense qu'avec 2 victoires en plus, il va être dans la discussion pour le titre. Donc pourquoi pas un jour, si O'Malley est encore champion, un combat contre Oumar. Après, c'est vrai que O'Malley, il a été catapulté vers le haut, hein, ça je le nie pas. Il a eu la route, il perd contre Vera, et pourtant en 2 combats après, il se retrouve tout de suite à combattre pour le titre. Donc pourquoi pas, Oumar, pour l'instant, c'est une vraie menace, alors il pourrait faire très mal. Ensuite, on a Marco Potel et aussi Ben Lam, qui eux sont d'accord avec ce qu'a dit Cerudo hier sur les ceintures intérim, qu'il y avait trop de ceintures intérim, que ça perdait de l'intérêt. Et il y a Marco Potel qui me dit ouais, tu sais que la ceinture elle devrait être remise en jeu dès que le champion n'est pas apte à combattre, et puis s'il veut la récupérer, bah, il revient combattre. Ouais, moi je suis d'accord avec ça entièrement. Pourquoi pas mettre une règle, le champion s'il est blessé, qu'il peut pas combattre en 1 an, bah écoute, sa ceinture est remise en jeu, lui quand il revient, s'il veut, il a la priorité pour combattre, mais quand t'as eu un lay-off de 1 an et demi, 2 ans, peut-être que t'as besoin d'un combat pour te remettre dedans. Donc voilà, je pense qu'il y aurait peut-être une règle à mettre de ce côté-là. Et puis Ben Lam qui me dit la même chose, il me dit Jiri Prochaska, il a montré un bel exemple, faudrait que d'autres fassent pareil. Lorsque t'es blessé, tu lâches ta ceinture, ça fait moins de ceinture intérim, ça bloque pas les catégories, puis met John Jones. Donc ouais, c'est vrai que John Jones, lui, pour le coup, il a pas lâché la ceinture malgré ça. Mais bon, il l'avait fait chez les lourds légers, alors il l'avait dit qu'il arrêtait, qu'il prenait un break, donc c'était un peu différent. Mais oui, c'est clair, moi je suis entièrement d'accord avec vous, je pense qu'il y a besoin de cadrer un peu plus ça. Après, comme j'ai dit, il y a des questions de promotion, John Jones avec la ceinture, toujours le super champion, la ceinture intérim, là au moins il y a une 2e ceinture à New York, ça fait un combat champion contre champion après. Bon écoutez, vous, un peu comme moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas fan de ça, mais est-ce que l'UFC fera quelque chose un jour? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve demain à 17h. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Masvidal, je voulais vous parler de Nicolas Dalby, mais l'émission est déjà très dense, on en parlera demain, c'est pas très urgent ce qu'ils ont dit, ça concerne pas les événements du week-end. Donc écoutez, on y reviendra demain.
Merci à tous de vous continuer à vous abonner, de suivre, de commenter. Je reçois beaucoup de messages, je le dis pas, beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils apprécient le contenu. Ça me fait super plaisir, ça me motive à continuer. Des fois, tu fais des vidéos, mais tu sais pas si ça plaît vraiment aux gens, etc. Là, je vois que ça vous plaît, donc je suis content. J'espère continuer à faire grandir le projet. Et puis écoutez, je vous dis à demain, 17h. Salut!